Voilà. Alors, le webinaire aujourd'hui vise à présenter le concept de l'écofiscalité et de décrire quelques possibilités de mise en œuvre à l'échelle des municipalités du Québec, notamment pour les petites municipalités. Notre invité, Jean-Philippe Meloche, est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Il est également chercheur principal du thème territoire au Cyrano. Il s'intéresse aux questions d'économie urbaine et de finances publiques locales. Il a publié plusieurs rapports de recherche et articles scientifiques sur les politiques publiques en matière de finances municipales, d'écofiscalité, de transport urbain et de développement immobilier. Il a également travaillé avec plusieurs municipalités québécoises, groupes d'intérêt et ministères du gouvernement du Québec sur ces enjeux. Alors, sans plus tarder, M. Meloche, je vous passe la parole et je vous remercie grandement d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Édith, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Donc, comme j'ai été bien présenté, je ne me représenterai pas. Je vous parle aujourd'hui d'écofiscalité. En fait, bon, comment est-ce que moi je suis arrivé à travailler en écofiscalité? Là, je travaille beaucoup sur les questions de développement économique des villes, mais beaucoup à travers la fiscalité locale et municipale. Et il y a beaucoup d'enjeux là, liés à l'environnement et au développement du territoire là, qui m'ont été soumis dans les dernières années. Donc, j'ai fait beaucoup de travaux de recherche sur ce thème-là. Je vais essayer de m'adapter à l'opportunité de l'écofiscalité pour les petites municipalités. Vous allez voir, ce n'est pas toujours évident. C'est beaucoup dans les grandes là, que les leviers sont plus intéressants, puis même des fois à l'échelle du Québec au grand complet. Mais je vous parlerai des fois des retombées que ça peut avoir dans les petites communautés. Bon, la première des choses, c'est quoi l'écofiscalité? Je vous présente un petit diagramme qui est au bas de mon écran là, avec des ronds, là, des cercles, où on met un petit peu le spectre des interventions en matière d'environnement. Et ces interventions-là peuvent être soit très strictes, très encadrées, donc ce qui va être plutôt réglementaire, les interdictions, les lois, les moratoires, où là, on va carrément interdire des comportements qui pourraient être nocifs pour l'environnement. Et à l'extrême droite de l'axe, ben, il va y avoir les choix volontaires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des comportements meilleurs que d'autres pour l'environnement, mais on ne les interdit pas, on laisse le libre choix aux personnes. Donc, quand on fait une campagne de promotion du recyclage, puis on dit aux gens, vous devriez mettre les matières recyclables dans vos contenants ou dans vos bacs à recyclage, mais les gens sont libres de le faire ou pas. Là, on est vraiment dans les choix volontaires. Entre les deux, disons plus proche des choix volontaires que de la coercition, on va trouver l'écofiscalité. Dans l'écofiscalité, il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect fiscalité. Puis au niveau écologique, il faut comprendre que ce sur quoi l'écofiscalité va s'appliquer, c'est des comportements qui ne sont pas nécessairement ultra nocifs pour l'environnement, parce que si c'est vraiment mauvais, on parle par exemple de déversement de produits ultra toxiques dans des rivières, bien, ça, on va carrément l'interdire. On dit, écoutez, on ne laissera pas le libre choix, on l'enlève complètement. Aussi, ce qui serait des comportements qu'on pourrait dire faciles à changer, ben, l'écofiscalité n'est pas nécessairement bonne non plus. Pourquoi? Parce que si les gens peuvent très facilement changer leur comportement, quand même bien que vous essayeriez d'envoyer un signal prix ou de prélever une taxe sur les mauvais comportements, les mauvais comportements vont disparaître du moment où vous allez mettre la taxe. Ben, l'outil va vous coûter de l'argent puis il ne va rien rapporter. À ce moment-là, vous auriez mieux fait de faire une interdiction parce que si c'est facile de s'adapter à une interdiction, on interdit. Donc, c'est vraiment quand on est entre les deux où là, on va essayer de trouver là, des polluants ou des comportements qu'on ne peut pas facilement éviter, mais qu'on a intérêt à éviter. Puis là, on va essayer d'envoyer un signal prix aux gens de dire, bien, si vous avez le bon comportement, vous ne payez pas la taxe, puis si vous avez le mauvais, on vous charge quelque chose. Certains vont passer plus par les bonus. Ils vont dire, si vous avez un bon comportement, on vous récompense. Si vous avez un mauvais, on ne fait rien. Généralement, c'est moins efficace, mais ça fait partie de la boîte à outils de l'écofiscalité. Dans le côté fiscalité, ce qui est particulier de l'écofiscalité, c'est que l'assiette fiscale, c'est un polluant ou un comportement plutôt que d'être les flux normaux ou le capital normal qu'on va taxer. Au niveau municipal, on se sert des valeurs foncières pour prélever des taxes. Donc, on mesure la valeur des propriétés puis on taxe ça. Au niveau du gouvernement du Québec, on mesure les revenus, on taxe les revenus, on mesure la consommation, on taxe la consommation. L'écofiscalité, c'est mesurer un polluant puis taxer le polluant. J'ai fait une petite flèche vers un livre là, en haut à droite qui s'appelle The Economics of Welfare. C'est un livre qui a été publié par Arthur Cécile Pigou en 1920.
Ça fait donc plus de 100 ans que la base théorique en économie sur l'efficacité des mesures d'écofiscalité a été développée. C'est vraiment pas une idée nouvelle ou moderne, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. Il y a des retombées super intéressantes en matière d'efficience économique au niveau de l'écofiscalité. Donc, ce que j'ai écrit en dessous du petit livre, d'abord pertinent s'il y a un faible niveau d'élasticité dans le comportement nocif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ce que j'ai dit tantôt. Si les gens peuvent trop facilement changer leur comportement, ce n'est pas bien. Si le comportement est trop nocif, ce n'est pas bien non plus. Donc, il faut vraiment trouver des comportements qu'on a de la misère à s'adapter, mais qui ne sont pas bons quand même. Deux exemples que je peux vous donner. Le premier, c'est consommer des carburants fossiles pour se déplacer dans l'espace. On n'est pas capable demain de ne pas le faire. Probablement que dans 10 ans, on n'est pas capable de ne pas le faire non plus. Mais il y en a qui arrivent à le faire moins que d'autres en achetant des voitures électriques, en réduisant leurs déplacements, en prenant le transport en commun, en covoiturant. Il y a plein de moyens d'éviter d'émettre des gaz à effet de serre quand on se déplace, mais on n'est pas capable d'arriver à zéro. Donc, à ce moment-là, taxer soit les carburants, les gaz à effet de serre, les véhicules à gros cylindrés ou tout ça en même temps, ça devient des mesures d'écofiscalité pertinentes parce que c'est un comportement qu'on ne peut pas éviter. Deuxième exemple que je pourrais donner, c'est l'occupation du sol. J'y reviendrai plus tard dans ma conférence. On n'est pas capable de ne pas occuper le sol. C'est-à-dire, on ne peut pas tous se promener dans la forêt comme si on était des chasseurs-cueilleurs. Nos sociétés ne sont pas adaptées à ça du tout. On a besoin d'avoir des routes, on a besoin d'avoir des infrastructures, des bâtiments. Pour ça, on détruit des pans de nature. On a besoin de faire de l'agriculture, on détruit des forêts pour ça. On n'est pas capable de vivre dans un espace 100% naturel demain matin. Par contre, plus on préserve d'espace naturel autour de nous, mieux c'est. Donc là, on peut aussi essayer de taxer les comportements. C'est-à-dire, quand on utilise l'espace, on va altérer le paysage, bien, on pourrait taxer ces comportements-là. C'est une base fiscale intéressante pour l'écofiscalité. Un des gros avantages de l'écofiscalité, c'est ce qu'on appelle le double dividende. C'est ce que j'ai écrit en bas à droite là, quand je dis permet un double dividende. C'est quoi le double dividende? C'est que l'écofiscalité, c'est une taxe qui est relativement efficace sur le plan économique, puis en même temps, c'est une taxe qui permet de réduire les impacts sur l'environnement, donc souvent même de réduire les coûts qu'on pourrait avoir en termes de services publics. L'exemple que j'aime beaucoup donner pour faire comprendre ça, c'est quand on taxe le revenu des gens, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est qu'ils vont essayer de moins travailler ou ils vont essayer de faire de l'évitement fiscal en envoyant leur argent dans d'autres endroits dans le monde. Ils vont même faire de l'évasion fiscale, c'est-à-dire de cacher des portions d'argent, les envoyer dans un paradis fiscal ou de travailler au noir en ne demandant pas de facture. Tous ces comportements-là sont nocifs pour l'économie puis génèrent des problèmes éthiques et d'équité importants. Si vous taxez l'essence, parce que vous pensez que les taxes sur le carburant, c'est une bonne mesure d'écofiscalité. Quand les gens vont essayer d'éviter l'impôt, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se promener à vélo, ils vont marcher, ils vont prendre le transport en commun, ils vont covoiturer, ils vont rester chez eux pour télétravailler plutôt que prendre la voiture. Tous ces comportements-là ont un impact positif sur l'économie, vont améliorer l'efficacité de nos modes de transport, en même temps que de générer la même recette qu'on aurait pu obtenir par ailleurs en taxant les revenus. Donc, l'utilisation d'écofiscalité amène une fiscalité plus efficace, plus efficiente et en même temps amène un environnement plus intéressant dans lequel vivre. Donc, l'effet de double dividende. Puis là, bien, vous m'écoutez puis vous dites c'est tellement beau et tellement bon tout ça qu'on devrait juste avoir de l'écofiscalité. Ce qui fait qu'on n'en a pas tant que ça finalement, c'est que c'est quand même compliqué. Beaucoup de problèmes dans la mise en œuvre des mesures d'écofiscalité. Le premier des problèmes, c'est les effets redistributifs. Puis les effets redistributifs vont entraîner ce qu'on va appeler des problèmes d'acceptabilité sociale. Donc, même si vous introduisez des mesures qui sont fiscalement neutres, qui sont positives pour l'environnement, puis que vous essayez de convaincre votre population que c'est mieux après qu'avant, il va toujours avoir des gens dans la population qui vont s'identifier puis qui vont dire ouais, moi, avec mon mode de vie, c'est sûr que l'écofiscalité, ça va me faire mal. Et c'est très facile pour eux de s'identifier. Alors que les gagnants sont souvent un petit peu plus diffus. C'est difficile de comprendre qu'est-ce qu'on gagne que notre voisin ne se promène plus avec un véhicule surdimensionné. C'est difficile de comprendre ce que nous, ça peut nous faire comme impact positif. On ne va pas le sentir nécessairement. Donc, il y a beaucoup de mobilisation négative politiques qui vont se faire à l'encontre des mesures d'écofiscalité parce que ça change les règles du jeu, ça crée des gagnants et des perdants.
L'autre, c'est les coûts administratifs. Ça, tous ceux qui travaillent dans les municipalités vont comprendre assez vite, là. Quand vous essayez de mettre une nouvelle mesure en place, il faut développer la mesure, adopter la réglementation, mettre la réglementation en place, faire les validations. Quand les gens ne le respectent pas, il faut avoir des mesures coercitives, donc des poursuites, tout ça. Des fois, ça demande des technologies, même de mesure des polluants ou des mauvais comportements. Tout ça, ça peut être très lourd à gérer versus on a besoin d'argent, on va augmenter la taxe foncière, puis on va obtenir demain matin l'argent qu'on a besoin, puis les gens ne vont pas trop chialer, puis ça va être correct. Donc, il y a des enjeux de mise en œuvre. Un autre, c'est le principe de neutralité fiscale, là. Vous allez voir, là, le Parti conservateur du Québec et du Canada est parti dans une campagne, là, axe de taxes, coupons les impôts, puis ils s'en prennent beaucoup à la taxe sur le carbone. Euh, Pourquoi? Parce que selon eux, il y a une adéquation entre trop payer d'impôts puis avoir de l'écofiscalité. Ce qui n'est pas vrai, mais dans l'imaginaire collectif, ça peut être vrai. C'est-à-dire que moi, je vais toujours dire aux municipalités, si vous voulez mettre en place une mesure d'écofiscalité, assurez-vous que vous allez la neutraliser en diminuant par ailleurs les autres impôts, de manière à dire que vous changez la fiscalité, mais vous n'augmentez pas la charge fiscale. Et ça, c'est très difficile parce que souvent, les municipalités disent on veut plus d'argent. Si vous voulez plus d'argent, c'est-à-dire que vous voulez augmenter le fardeau fiscal, vous n'avez pas besoin de l'écofiscalité pour faire ça. L'écofiscalité, c'est juste une fiscalité différente, mais ce n'est pas une fiscalité qui ramène plus d'argent. C'est deux débats différents, puis souvent, on a tendance à les mêler les deux ensemble, c'est-à-dire augmenter la charge fiscale et mettre en place des mesures d'écofiscalité. On peut très bien mettre en place des mesures d'écofiscalité tout en réduisant la charge fiscale. C'est juste qu'on change la façon dont on prélève l'impôt. Et ça, c'est important de garder ces deux choses-là distinctes l'une de l'autre. Bon, maintenant, comment ça s'applique, ça, l'écofiscalité, notamment dans le champ de compétences des municipalités québécoises? Et là, je vais essayer de quand même donner des exemples qui peuvent parler à la Gaspésie, donc dans un contexte où on a des municipalités qui sont souvent rurales ou de petite dimension. Donc, vous avez les champs de compétences qui sont là. L'eau, au niveau de la distribution, l'assainissement, la gestion des cours d'eau, la gestion des matières résiduelles, la mobilité, c'est-à-dire gérer les espaces de voirie, les stationnements et le territoire dans son ensemble, la préservation des espaces naturels. La première question ou le premier thème, c'est celui de l'eau. Est-ce que ça se peut mettre de l'écofiscalité en matière d'eau? Oui, la tarification de l'eau, c'est généralement une mesure d'écofiscalité. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Ce n'est pas un polluant, l'eau, au contraire, on en a besoin. Ce n'est pas vraiment l'eau qui est un polluant, c'est que généralement, quand on distribue l'eau dans les propriétés, après, on la récupère et on la gère. Donc, la gestion des eaux usées. Les eaux usées, c'est un polluant. Si on veut bien gérer les eaux usées, ça peut être une bonne idée de tarifer les eaux usées parce que c'est un polluant. Après ça, vous avez beaucoup de petites municipalités qui vont dire, nous, on n'a même pas de service d'eau. Donc, déjà là, en partant, c'est inapplicable. Le graphique que je vous ai mis là, il est à prendre avec discernement, c'est-à-dire que c'est des données qui sont de 2009. Vous allez me dire, ça fait 15 ans, ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de meilleures données là-dessus? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on n'en a pas produit depuis 2009 des données. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2009, le Québec était un des territoires canadiens où la tarification de l'eau était la moins présente. Au niveau commercial, on était vraiment les derniers. Il y a eu la stratégie de l'eau qui a été mise en place, là, donc avec une vision 2018-2030, avec l'objectif d'avoir 100 des propriétés commerciales connectées au service d'eau qui seraient tarifées. Je ne pense pas qu'on a déjà atteint cet objectif-là, mais on a progressé beaucoup dans les dernières années. Au niveau résidentiel, là, les pratiques sont assez variables. Il y a des endroits qui vont vouloir tarifer, d'autres non. Mais souvent, c'est le standard qu'on va mettre sur la gestion des eaux usées. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de municipalités qui ne traitent pas super bien les eaux usées. Ça crée des enjeux de pollution dans les cours d'eau qui sont importants. Et même dans les municipalités qui gèrent bien les eaux usées, il y a des problèmes de surverse où on va avoir des déversements directs là, assez fréquents dans beaucoup de cours d'eau au Québec par plein de municipalités. Donc, pour être capable de se payer les infrastructures nécessaires pour gérer les eaux usées, éventuellement, c'est bon d'envoyer un message ou un signal à ceux qui les génèrent, qu'eux génèrent un coût quand ils renvoient de l'eau dans le système. Donc, la tarification devient ici une mesure d'écofiscalité pertinente.
La gestion des eaux pluviales, là, évidemment, dans les municipalités rurales, ce n'est pas vraiment un enjeu, la gestion des eaux pluviales. Si on a des fossés sur les chemins, ben, les fossés récupèrent l'eau filtre dans le sol, puis c'est une solution que la nature fait, c'est-à-dire qu'elle gère les eaux sans problème. Quand on est en milieu plus urbanisé, ben là, on va avoir des égouts pluviaux, puis on va récupérer les eaux de surface dans les égouts pluviaux. Souvent, c'est les mêmes réseaux qui vont récupérer les eaux usées des bâtiments. Et quand il y a des grosses pluies, ce qu'on devrait avoir de plus en plus avec les changements climatiques, bien, on a des problèmes de surcharge dans les usines de traitement des eaux usées. On ouvre les valves et on déverse. Pour essayer de régler ces enjeux-là, on veut que dans les milieux urbanisés, il y ait de plus en plus d'aménagements qui captent les eaux de surface. Et certaines municipalités ont commencé à renvoyer sur les résidents ou les commerces, autrement dit sur les propriétés, la charge qu'eux vont faire subir au réseau d'égouts pluviaux en taxant les superficies minéralisées des terrains qui sont sur ces territoires-là, de manière à renvoyer un coût de dire, bien, si vous enlevez du gazon, puis si vous enlevez ou si vous avez un toit qui renvoie énormément d'eau de pluie dans les égouts pluviaux, bien, voici ce que vous allez payer en taxes. La ville de Mississauga le fait en Ontario. Je sais que la ville de Laval est en train de l'étudier, mais je pense qu'ils ont plutôt migré vers une taxe sur les stationnements. Donc, c'est des choses qui existent. Encore là, Mississauga, Laval, ce n'est pas des petites municipalités, c'est des grandes. Donc, c'est un enjeu qui est plus dans les territoires plus urbanisés. La gestion des matières résiduelles. On sait très bien qu'un déchet, c'est un polluant en tant que tel. Il faut le traiter d'une certaine façon. Il y a beaucoup de municipalités qui ont essayé ou tenté de migrer vers une tarification au volume des matières résiduelles qui sont destinées à l'enfouissement. Donc, le compostage ou les matières recyclables, on laisse ça gratuit parce qu'on essaie de revaloriser ces déchets-là. Par contre, ce qui s'en va au site d'enfouissement, on veut le réduire au minimum. Là, vous avez des exemples ici, le Gatineau-Beaconsfield et le canton de Potton. Donc, Gatineau-Beaconsfield, c'est quand même des grandes municipalités, mais le canton de Potton, c'était rural. Il avait mis en place une tarification, c'est-à-dire qu'il fallait acheter si je me souviens bien, c'était des collants qu'on devait coller sur les sacs pour montrer qu'on avait payé le droit de mettre les déchets au bord de la route. Ça a fonctionné pendant quelques années. Ils ont fini par l'enlever. Puis ce qui est fantastique quand on va sur le site Internet du canton de Potton, sur leur page de la gestion des matières résiduelles, ils ont mis un petit graphique pour montrer les volumes qu'ils ont à gérer annuellement. Et on peut très bien voir quand est-ce que la taxe sur les matières résiduelles a été mise en place et quand est-ce qu'elle a été enlevée. Parce que ça a un impact sur ce que les gens vont décider de mettre dans leurs résidus, les déchets ménagers, plutôt que de les envoyer au compostage ou au recyclage. Gatineau a peut-être un modèle qui est super intéressant aussi. Là. Ils vont fournir un bac d'une certaine dimension qui force tous les ménages à bien prendre en compte là, quelle quantité de volume de déchets ils peuvent mettre à chaque semaine ou idéalement à chaque 2 semaines si on veut espacer les collectes, donc à envoyer aux matières résiduelles. Et pour le reste, ils doivent acheter des sacs ou je pense, un collant qu'ils vont apposer sur les sacs. Au départ, ils l'avaient mis à 5 ça n'avait pas bien marché. Ils l'avaient baissé à 50 sous. Puis là, récemment, ils l'ont remonté à 2,50 $. La population a fini par s'habituer à ça, à essayer de gérer ces matières résiduelles. Puis ils ont effectivement diminué beaucoup les volumes de matières résiduelles par rapport à ça. Donc, ça fonctionne. Mais dans les petites villes, on a moins d'exemples. Comme je vous dis, Potton a arrêté de le faire, pas parce que ça ne fonctionnait pas, mais je pense que ça créait de la frustration au sein de la population. Au niveau des stationnements, encore là, les stationnements, il n'y en a pas beaucoup dans les petites municipalités, il y en a plus dans les plus grandes. La tarification des stationnements publics, c'est un outil qui peut être vu comme de l'écofiscalité. C'est sûr, c'est la gestion de l'espace urbain. Donc, la Gaspésie a beaucoup de tourisme en été. Des espaces qui sont vacants 8 ou à 10 mois par année deviennent complètement surchargés à un certain moment de l'année. À ce moment-là, la tarification peut être intéressante pour gérer ces espaces-là puis envoyer un signal à tout le monde qui va affluer vers les espaces les plus convoités. Essayez donc de covoiturer quand vous allez dans ces endroits-là ou trouver des moyens d'y arriver sans utiliser votre voiture. Et si vous devez prendre votre voiture, payez la place que vous allez utiliser pour le faire. Donc, ça peut être utilisé même dans les petites municipalités, mais celles qui ont des volumes touristiques l'été. Donc, il y a une période de l'année où ça devient pertinent. Le reste du temps, ce n'est pas vraiment.
Par contre, la taxation des espaces dédiés au stationnement, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année longue. Ça, c'est juste d'envoyer un signal à tous les propriétaires d'un territoire donné. Si vous consacrez une grande superficie de votre terrain à stationner des voitures, ben, on peut taxer la superficie dédiée. C'est quelque chose que Montréal et Laval font présentement, car là, c'est des grandes villes qui le font. Dans les plus petites villes, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ce n'est pas des choses qui coûtent très cher à mettre en place et ça permet d'aller taxer une superficie non seulement qui est dédiée à l'automobile, mais en plus, la superficie en tant que telle, si on la prend en milieu urbain, bien, elle génère des îlots de chaleur, elle génère des problèmes de surverse. Donc, c'est quand même une surface qui est intéressante à aller taxer. Bon, la voirie locale, vous allez comprendre qu'on s'en va un peu dans la science-fiction, mais en même temps, c'est une science-fiction qui n'est pas tellement loin de nous et qui peut potentiellement apparaître dans les prochaines années. Il existe toutes sortes de manières de taxer l'usage des routes sur un territoire. Ce qu'on appelle des péages d'ouvrage, c'est ce qu'il va y avoir sur les ponts, sur les tunnels. Les péages urbains, ça existe dans les grandes villes, c'est plutôt rare. Ici, au Québec, on n'en a pas. Ou des péages de tronçons sur les autoroutes. Il y a des tronçons d'autoroutes un peu partout dans le monde qui sont tarifés. C'est déjà ce qu'on sait, ça existe, on le voit. Au Québec, il n'existe que 2 péages sur tout le territoire du Québec. C'est des péages qui sont des péages d'ouvrage sur des ponts de la région métropolitaine de Montréal. Ça fonctionne super bien, ces péages-là, ça rapporte quand même pas mal d'argent, ça paye facilement les infrastructures, ça se gère bien, mais ce n'est pas quelque chose qu'on met partout. Par contre, la CMM est en train d'étudier la possibilité de mettre en place une taxe kilométrique sur l'ensemble de son territoire. C'est quoi une taxe kilométrique? C'est qu'aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, on est capable de tracer les voitures sur les trajets qu'ils vont faire. Donc, on est capable de savoir qu'une voiture roule sur tel type de rue en zone de congestion ou hors congestion. Et on peut envoyer une tarification à l'usage des réseaux. Et si on fait ça, bien, on serait capable de renvoyer vers toutes les municipalités du Québec la portion qui correspond à l'usage de leur route. Et là, on pourrait retirer ça de l'impôt foncier et financer les routes à l'usage. C'est super intéressant quand on est dans des milieux urbains hautement congestionnés parce que gérer les infrastructures par une taxe kilométrique, ça donne des retombées intéressantes. Pour les communautés rurales ou éloignées où il y a jamais de congestion, en fait, il y a moins de bénéfices. Par contre, le coût marginal d'étendre la mesure à l'ensemble du Québec, c'est presque rien. C'est-à-dire, du moment où on met en place un système pour Montréal, Québec, Gatineau, où il y a potentiellement la congestion, bien, tout le reste du Québec peut embarquer là-dedans puis éventuellement se voir financer les infrastructures routières à même une tarification à l'usage. C'est certain que faire des routes, ça coûte plus cher par véhicule qui circulent dans les communautés rurales que dans les communautés urbaines. Donc, ce n'est pas un avantage économique monstre pour les communautés plus petites, mais ça va aussi un signal à savoir peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir un volume de voirie si important que ça non plus pour faire vivre des villages. Donc, il y a un enjeu de gestion ici qui est intéressant. Ça peut voir le jour dans les prochaines années, mais là, je vous dirais qu'on est dans les années 2030 facile avant de voir ça. Mais il y a des recherches qui se font là-dessus, et éventuellement, c'est possible que même dans les petites communautés, on ait la possibilité d'avoir une rétribution pour l'utilisation de la voirie. Les redevances de développement, c'est beaucoup vu au Québec comme une mesure d'écofiscalité. Le problème, c'est la façon dont on l'applique. Ce n'est pas vraiment appliqué comme une mesure d'écofiscalité. Comment est-ce que ça marche, les redevances de développement? Est-ce qu'on calcule tous les coûts liés à un développement urbain futur, donc développement immobilier futur? On calcule les impacts qu'il va avoir sur les services municipaux, les infrastructures municipales. On divise ça par le nombre de portes qu'il va avoir dans le projet, puis on demande aux promoteurs de payer par porte ce qu'il va développer. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est appliqué dans l'ensemble des municipalités qui l'appliquent au Québec. Toutes les municipalités ne l'appliquent pas. C'est que généralement, comme c'est divisé par le nombre de portes, bien, les projets qui sont à plus haute densité et à moindre impact sur l'environnement se voient payer plus cher par espace utilisé pour les redevances de développement que celles qui sont des projets d'étalement urbain et qui vont être des projets à très basse densité. Donc, finalement, on ne peut pas dire que dans l'application, si on était capable d'inclure la destruction des espaces naturels comme coût d'opportunité dans le développement, là, on pourrait transformer ça en mesure d'écofiscalité, mais la loi ne permet pas de faire ça présentement, donc ce n'est pas vraiment une mesure.
dans ce qu'on appelle le cadre des redevances réglementaires, là, il y a plein d'affaires qu'on peut essayer d'inventer puis de mettre en place. Je sais qu'il y a eu une expérience, je pense que c'est à Percé, là, qui n'a pas très bien fonctionné parce qu'il y a eu un enjeu technique là, sur la mise en place d'une redevance réglementaire. Donc, pour qu'une redevance réglementaire puisse être mise en place, il faut avoir un régime réglementaire associé à ça, mais on peut et on a le droit, selon la loi, de chercher à inciter à changer des comportements qui ont un coût sur les services municipaux par une redevance réglementaire, pour autant que ce soit une redevance directe. Le seul exemple que je peux vous donner pour l'instant, parce que j'en connais pas beaucoup là, qui ont vraiment réussi à faire des choses intéressantes, c'est la municipalité de Prévost, qui charge une redevance sur des articles à usage unique, notamment les bidons de lave-glace puis les tasses à café dans les cafés. Et pour avoir parlé avec le maire de Prévost cette semaine, il paraît-il que ça fonctionne très bien, les citoyens sont contents, les commerces payent, puis ça roule. Leur conclusion, c'est que la redevance n'est pas assez chère. Donc, éventuellement, ils pourraient aller un cran plus loin. Mais ça fonctionne. Donc, il y a dans cette boîte-là des redevances réglementaires des gens qui ont toutes sortes d'idées intéressantes. La seule municipalité que je connais qui a mis quelque chose en place, c'est Prévost, mais ça fonctionne, puis c'est effectivement une mesure d'écofiscalité. Taxer l'empreinte écologique de l'occupation du sol, j'en ai parlé un peu dans mon introduction. Là, je dis, est-ce qu'on peut taxer le fait qu'on occupe le territoire, puis que parce qu'on occupe le territoire, il a fallu détruire des espaces naturels? Je travaille depuis un petit peu plus d'un an là, avec le groupe Ouranos, plusieurs partenaires universitaires, à essayer de voir si on peut développer un outil de taxation du sol qui serait proportionnel à l'empreinte écologique de l'occupation du sol. Donc, plus la nature est dégradée, plus les taux de taxation sont élevés. Donc, quand vous regardez à droite, là, le petit graphique qui est à droite de l'écran, ça vous donne un peu une idée de la structure de taxation qu'on a imaginée. Ça s'appliquerait plus en milieu urbain qu'en milieu rural. On aurait d'autres structures de taux pour les milieux ruraux, là. Mais tout ce qui est un sol écologique à haute valeur, les tourbières, les marécages, les marais et les forêts urbaines ne seraient pas taxés, là, donc les taux applicables sont zéro. Par contre, du moment où on a une altération de la nature, bien là, on paye. Ce qui est au bas complètement du graphique, là, les espaces minéralisés, c'est les bâtiments ou les stationnements ou les patios, les piscines, donc des choses comme ça, qui sont des espaces minéralisés, bien, ils sont taxés à 1,38 $ le mètre carré. Puis, quand on a des espaces, ce qu'on appelle le végétal bas, c'est du gazon, bien, il serait taxé à 74 sous. Des arbres urbains, donc des espaces qui ne sont pas tout à fait boisés, mais qui ont des arbres, bien, là, ça serait à 33 sous. Puis, on applique ça sur l'ensemble du territoire du Québec. On est en train de faire toutes sortes de tests pour voir si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne relativement bien dans les espaces urbanisés pour les secteurs résidentiels, industriels et commerciaux. Ça ne fonctionne pas vraiment bien sur les milieux agricoles, même si on a des structures de taux qui sont différentes, c'est des occupations qui sont beaucoup trop extensives. Mais on est en train de réfléchir à toutes sortes de mesures d'écofiscalité. On les réfléchit un peu dans l'espoir que le gouvernement du Québec les attrape un jour, mais comme il ne les attrape pas et que ça intéresse beaucoup les municipalités, bon, on en parle aux municipalités. Juste avant de terminer, j'avais parlé tantôt d'enjeux d'acceptabilité sociale, là, notamment à l'égard de la neutralité fiscale ou à l'égard du fait qu'il y a des gagnants et des perdants. Quand on a fait notre projet sur une mesure d'écofiscalité sur le territoire, on a fait une enquête, sondage léger à la grandeur du Québec pour savoir est-ce qu'une mesure sur le territoire comme ça, vous êtes pour ou contre? Est-ce que oui ou non, vous accepteriez que le gouvernement le mette en place? Si vous regardez le graphique qui est à gauche, c'est des résultats par tranche d'âge. En gris, c'est on ne sait pas trop quoi répondre. En noir, c'est on est contre, puis en vert, c'est on est pour. Donc, quand vous regardez les deux premiers bâtonnets à gauche, là, donc de 18 à 34 ans, la majorité des gens sont pour une mesure d'écofiscalité qui viserait le territoire. À partir de 35 ans, c'est clairement non. La majorité, très claire, la population est contre. Et là, c'est sûr que des gens vont dire oui, mais c'est parce que les jeunes ne sont pas propriétaires ou sont pauvres, fait qu'ils ne payent pas tant que ça d'impôts, ça ne les intéresse pas tant que ça. Mais on a contrôlé pour ces effets-là et ça reste que les jeunes sont beaucoup plus ouverts à ce type de fiscalité-là, probablement parce qu'ils se projettent plus facilement dans les problèmes causés à l'environnement que les autres générations. Donc, il y a de l'espoir, mais quand même, mettre en place ces mesures-là, ça va demander énormément de communication, de consultation.
pour amener l'ensemble de la population, surtout la population plus âgée, à être capable d'accepter ça. À droite, je vais aller très vite, là, je ne vous demande pas de comprendre tout le graphique, là, mais on avait posé la question, êtes-vous plus d'accord avec la mesure si jamais on vous retourne ça par une réduction sur l'impôt foncier ou une réduction sur l'impôt sur le revenu? Puis on s'est aperçu que les gens, que ce soit fiscalement neutre ou pas, ça ne les dérangeait pas du tout. Ils ne voulaient pas la mesure de toute façon. Donc, c'est pas, la neutralité fiscale devrait être une variable fondamentale dans la mise en place des mesures, mais quand on fait des sondages, on s'aperçoit que ce n'est pas si important que ça pour la population. Puis, juste en terminant, c'est quoi la bonne échelle d'intervention pour l'ensemble des mesures d'écofiscalité? Je vous dirais que les externalités, donc les pollutions, les impacts négatifs des mauvais comportements là, qui sont liés à l'aménagement du territoire, souvent vont déborder les frontières des municipalités, même des municipalités les plus grandes, ce qui fait que c'est très difficile pour les municipalités de trouver une bonne échelle d'intervention ou d'être à la bonne échelle d'intervention dans les mesures d'écofiscalité. Je vous ai donné plein d'exemples de choses que les municipalités font. Par contre, c'est sûr que si le gouvernement du Québec embarque dans les mesures d'écofiscalité, éventuellement, les retombées vont être beaucoup plus intéressantes parce qu'il y a beaucoup plus de leviers, puis les impacts débordent souvent les frontières des municipalités. Et les municipalités profiteraient du fait que le gouvernement mette en place des mesures d'écofiscalité. L'exemple que j'ai donné tantôt sur la tarification kilométrique, c'est quelque chose qu'aucune municipalité du Québec ne peut faire, même pas Montréal. Par contre, si le gouvernement du Québec mettait en place une tarification kilométrique, bien, toutes les municipalités du Québec pourraient améliorer la gestion de leur réseau de voirie, puis ou en tout cas, pourraient compter sur une utilisation plus, plus restreinte de certains types d'infrastructures, puis éventuellement mieux les gérer. Donc, il y a des mesures d'écofiscalité qui sont à l'échelle nationale qui pourraient éventuellement impacter les recettes des municipalités, puis faire en sorte que les municipalités soient moins dépendantes de l'impôt foncier parce qu'il y a des recettes partagées des mesures d'écofiscalité qui viennent du gouvernement du Québec. Donc, pour moi, les municipalités peuvent intervenir ici à deux niveaux. C'est-à-dire, le niveau 1, c'est qu'est-ce qu'on a entre nos mains. On fait des redevances réglementaires, on gère mieux l'eau, on gère mieux nos matières résiduelles, puis on met en place des pratiques d'écofiscalité. Puis la deuxième, c'est dans les relations avec le gouvernement du Québec de dire, bien, nous, on appuie des mesures d'écofiscalité du gouvernement du Québec parce qu'on sait que les retombées dans les municipalités peuvent être intéressantes. Donc, pour moi, ça, c'est deux niveaux d'échelle d'intervention qu'il faut garder en tête. Ça complète ce que j'avais à dire. Je ne voulais pas prendre toute l'heure au complet parce que je voulais que ce soit un peu aussi une discussion. Je vais arrêter de partager mon écran, qu'on puisse se voir. Puis, je vais peut-être laisser, c'était Marie-Édith ou Sandrine qui devait gérer le trafic, là, mais je suis prête à le prendre. Ben oui, merci. C'était super intéressant. En tout cas, moi, je me suis noté plein de petites choses, là. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Jonathan, tu as une face de quelqu'un qui a une question. Je ne vais pas te mettre en de spot. Ben, j'en avais plusieurs, mais en fait, je me demandais justement, parce que le contexte gaspésien, c'est plusieurs petites municipalités. J'imagine que ça peut être difficile d'avoir des mesures sans que ce soit concerté au niveau de la MRC ou même au niveau régional, tellement que la Gaspésie, c'est une petite municipalité en termes, ben, petite région en termes d'habitants. J'imagine que ça peut être difficile au niveau municipal. Parce que je regarde Samuel, je me dis, à Carleton, comment qu'on ferait? Bien, si je prends juste l'exemple de la gestion des matières résiduelles, je ne connais pas la structure de la Gaspésie, là, mais j'aurais tendance à penser que vos réseaux de gestion des matières résiduelles ne sont pas municipaux, là, sont à l'échelle des MRC. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des coins au Québec. Donc, tu sais, quand on parle de tarification, ben, c'est sûr que ce n'est pas une décision d'une municipalité, c'est une décision des MRC. C'est de savoir est-ce qu'on se concerte, est-ce qu'on est capable de mettre en application, comment on gère nos bacs. Quelle grosseur de bac on utilise? Est-ce qu'on envoie un signal de prix à travers le bac de matières résiduelles ou de déchets ménagers, d'ordures ménagères, en fait, c'est le bon terme. Donc, est-ce que pour les ordures ménagères, on envoie un signal de prix ou pas? Puis est-ce qu'on le fait à l'échelle MRC? Puis comment on gère ça? Puis comment on le met en place? Donc, c'est sûr que c'est différentes échelles d'intervention.
Puis ça, ben, ça demande une concertation plus large que juste une municipalité. On sait que les élections se font à l'échelle des municipalités. Là. Donc, les maires ou les élus vont promettre des positions qui sont propres à leur municipalité. Puis après, ben, il faut que la MRC soit capable disons, de convaincre tout le monde d'embarquer dans un projet comme ça. Mais ce n'est pas impossible, comme je vous l'ai dit, ce que Gatineau fait, ça se fait à l'échelle d'une MRC gaspésienne. Ce n'est pas techniquement hors de portée. Je vais y aller avec une question, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ben, en fait, tu sais, nous, on regarde souvent pour ce genre de mesures-là. Tu sais, on en voit tout ça passer. Effectivement, à l'échelle d'une petite municipalité, des fois, c'est plus compliqué. Quand on se regroupe, l'impact de cette mesure-là peut avoir plus de portée, mais c'est difficile aussi, dans certains cas, d'évaluer l'impact versus l'effort qu'on met dans la mesure. Là. Je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, mais dans la pratique, quand on se met à évaluer l'effort à mettre pour le revient, même si c'est bénéfique sur l'environnement, c'est souvent ça le frein là, pour les petites municipalités. Oui, vous avez raison. Puis c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. L'écofiscalité, ça a plein de bénéfices. Quand on mesure les résultats, ça marche. Comme je dis, vous allez voir le site Internet de la ville de Potton, là, sa gestion des matières résiduelles, le graphique est incroyable. Ils ont mis en place une tarification, ils ont baissé de 30 les matières résiduelles. Ils ont enlevé la tarification, ça a remonté de 30 donc, ça marche. Mais après, ils l'ont quand même enlevé. Puis ils sont quand même contents de l'avoir enlevé parce que les citoyens trouvaient que c'était un problème. Il y avait beaucoup de gestion. Tu sais, le 30 de matières résiduelles qui a diminué, c'était quoi exactement? Pour ceux qui connaissent le canton de Potton, là, il y a un centre de ski au canton de Potton là, qui s'appelle Station de ski OZ, qui doit être une station de ski fréquentée par des Montréalais. Là. Donc, eux, si c'est compliqué, mettre le sac de vidange au coin de la rue, au chalet, ils mettent dans l'auto, puis ils jettent dans les poubelles en arrivant à Montréal. Fait que si c'est ça, la réduction de 30 des matières résiduelles, on s'entend, l'objectif n'est pas atteint. Puis en plus, ça génère des problèmes de gestion pour la matière. Il y a beaucoup de municipalités, moi, qui sont venues me voir, qui ont dit on a étudié la possibilité de mettre des compteurs d'eau sur notre territoire. Puis là, on a essayé de voir combien on va sauver d'argent avec une diminution de la consommation de l'eau, puis une amélioration des infrastructures, combien ça va coûter mettre les compteurs d'eau. Puis souvent, c'était comme, on ne fait pas notre argent là-dedans. Puis c'est une des raisons pour lesquelles c'est très dur au Québec de changer. Puis moi, ce que je dis aux municipalités, c'est que je comprends que si vous le faites dans le but de baisser vos dépenses en eau, ça va être compliqué. Par contre, puis là, moi, je ne peux pas prédire ce que le gouvernement du Québec va faire, mais au Québec, je pense qu'on est une des provinces avec les normes de gestion des eaux usées les plus basses de tout le Canada. Si les normes commencent à augmenter, puis on sait dans les petites communautés, on n'est déjà pas aux normes qui sont les normes les plus basses au Canada, c'est-à-dire qu'on a même des municipalités qui sont en dessous des normes. Si on commence à augmenter les normes, bien éventuellement, ça va coûter cher gérer des eaux usées. Puis c'est là que quand on a les outils pour le faire, ça devient intéressant. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste dans une dynamique où on se dit, bien, ce serait bon pour l'environnement, mais ça coûte cher, bien, c'est sûr qu'on se ralentit. Puis en même temps, comme je vous dirais, on n'a pas le cadre dans lequel il faudrait fonctionner. Moi, j'en ai plein des études qui disent qu'envoyer les déchets au site d'enfouissement, ça coûte tellement pas cher que ça ne vaut pas tellement la peine de faire de la biométhanisation, puis de composter, puis à la limite même de recycler. C'est tellement pas cher comme accès à l'outil. Après, si on commence à taxer pour les impacts environnementaux de la gestion des matières résiduelles, bien, peut-être que là, les gens vont commencer à se dire ouais, ben, rendu là, je vais sauver de l'argent à recycler, je vais sauver de l'argent peut-être à composter. Puis ces signaux-là, bien, c'est qui les envoie? Bien, c'est pour ça que je dis, des fois, c'est le gouvernement du Québec qui les envoie. Donc, si le gouvernement du Québec resserre les normes environnementales à certains égards, les municipalités vont se sentir obligées de les utiliser.
Si on a dans des normes où on se dit, bien, écoutez, un enfouissement, là, c'est pas un problème, hein. Vous creusez un gros trou, vous mettez énormément de déchets dedans, puis quand c'est plein, vous fermez le trou, puis vous attendez 5000 ans que ça composte dans le fond. Puis vous mettez des petites cheminées pour capter le méthane. Si vous êtes bien bon, vous allez capter le méthane, vous allez faire du gaz avec, puis vous allez récupérer le gaz comme réutilisation. Est-ce que c'est si grave que ça d'envoyer tout dans un site d'enfouissement? C'est pas clair. C'est pas clair, mais en même temps, si on vise des normes qui sont plus proches du zéro déchet, bien là, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix d'utiliser des tarifications pour inciter puis envoyer le signal. Mais c'est un choix de société de dire, nous, on juge que ça ne coûte pas très cher de tout envoyer dans un site d'enfouissement versus on veut atteindre le plus proche possible du zéro déchet, puis on a besoin d'avoir les outils. Donc, si votre objectif, c'est d'atteindre du zéro déchet, moi, je dis, vous n'avez pas le choix d'envoyer des signaux de prix en utilisant de l'écofiscalité pour y arriver. Si vous n'avez pas cet objectif-là, bien, ce n'est pas très payant de mettre en place des programmes d'écofiscalité parce que de toute façon, vous n'avez pas d'impact si vous échouez. Donc, c'est juste, vous avez le coût, mais vous n'êtes pas capable de mesurer les bénéfices. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'aurais une question par rapport à la densification de certains quartiers. Est-ce qu'il y aurait des mesures d'écofiscalité pour mettre en valeur lorsque vous voulez densifier un certain quartier, un territoire, pour que les gens puissent vraiment utiliser les espaces d'une façon plus efficace? Bien, là, si j'ai passé très vite là, sur le projet que je fais avec Ouranos, mais c'est un peu ça qui est l'objectif de ce projet-là. C'est de taxer toutes les propriétés au Québec. Puis là, si on prend juste le résidentiel pour garder ça simple, là, mais ça peut être commercial et industriel, là, ou commercial plus qu'industriel. Industriel, c'est plus compliqué là, parce que des fois, la densité d'occupation du sol de l'industriel, ça dépend de l'activité industrielle elle-même et non pas de la volonté. Alors qu'au niveau résidentiel, bien, il y en a qui vont décider d'occuper des très grands terrains à très basse densité en déboisant énormément parce que ça leur fait plaisir, là. Donc, il y a un choix qui est associé à la façon dont on occupe le territoire. Et si on envoie un signal prix sur, bien écoutez, si vous avez déboisé un hectare pour vous loger, puis vous avez mis votre maison au milieu avec un immense stationnement en rond et une fontaine au milieu, là, vous avez sûrement les moyens aussi de payer la taxe qui va avec votre mode d'occupation du sol, qui est un mode d'occupation qui a quand même un impact environnemental beaucoup plus important que si vous aviez acheté un condo au 3e étage d'un immeuble à condo au centre-ville de Gaspé. Puis, comment est-ce qu'on peut envoyer ce signal prix-là? Bien, c'est d'essayer de taxer les superficies occupées, dépendant des occupations. Donc, c'est un peu l'outil que nous, on a développé. Puis, c'est certain que plus les gens habitent à basse densité, plus ils payent d'impôts. Puis, plus ils habitent à haute densité, moins ils payent d'impôts. C'est sûr que le jour 1 où vous mettez en place une fiscalité comme ça, vous n'aurez pas tout le monde qui va aller s'acheter un condo à Gaspé. La plupart des gens vont regarder la facture puis vont dire si ça correspond à mon mode de vie. Je vais la payer, tout simplement. Puis quand je vous dis qu'il y a de l'efficacité dans l'éco-fiscalité, c'est de dire si quelqu'un veut occuper une grande superficie parce que ça lui fait plaisir, il a vue sur la mer, il a rasé les arbres pour avoir une vue sur la mer. Bien, on va le taxer pour les arbres qui ont été coupés. Il dit, je suis content d'avoir ma vue sur la mer, elle vaut plus cher que les arbres que j'ai coupés. Bien, tant mieux. Le fait que cette personne-là paye plus d'impôts, ça permet de réduire par ailleurs les autres types d'impôts qu'on pourrait prélever, puis améliorer les services publics en conséquence. Donc, le fait qu'une personne accepte de payer son dommage sans le changer, ça a un impact positif sur l'ensemble de la structure fiscale. Donc, que les gens payent moins cher d'impôts à haute densité puis plus cher d'impôts à basse densité, à court terme, ça ne change rien. Puis à long terme, ce que ça fait, c'est que ça fait réfléchir les gens, de dire, ben oui, ça coûte cher accéder au logement, ça coûte cher se loger. C'est quoi l'idée d'avoir une maison avec un immense terrain vu sur la mer? J'ai-tu vraiment les moyens de me payer ça ou je ne devrais pas aller habiter dans le centre des villes, dans les villages, dans un complexe à la plus haute densité, puis diminuer ma charge fiscale? Puis quand les gens disent « je vais diminuer ma charge fiscale », ce qu'ils disent indirectement, c'est « je vais diminuer mon empreinte sur l'environnement ». Donc, c'est là où l'écofiscalité devient intéressante et fonctionne bien. Donc, l'idée, c'est d'envoyer un signal. Si vous occupez plus d'espace, vous payez plus. Si vous en occupez moins, vous payez moins.
ça devrait inciter la densification. Cela dit, la tarification kilométrique, ça devrait aussi inciter la densification parce qu'il y a une relation très claire entre les distances que les gens vont parcourir puis l'occupation du sol qu'ils vont faire. Plus ça coûte cher de se déplacer, plus les sociétés vivent à haute densité. Et à haute densité, pas juste dans les grandes villes, à haute densité dans les villages aussi. Il y a des villages qui sont super fonctionnels au Québec. Vous pouvez habiter dans le village, faire votre épicerie à pied, aller travailler à pied, faire vos loisirs à pied. Moi, je regarde les statistiques de mobilité piétonne dans les villages du Québec. Il y en a qui sont super performants, puis il y en a qui sont super mauvais. Tout le monde n'est pas performant. Mais pour vous donner une idée, Rimouski, c'est une des villes les plus championnes de la mobilité active au Québec en termes de déplacement, de domicile-travail à pied. C'est un des plus élevés qu'on retrouve au Québec parce que la géographie du lieu a fait en sorte que les grandes institutions ont été gardées dans le cœur de la ville plutôt que délocalisées en périphérie comme dans beaucoup de villes du Québec. Ça en fait une ville qui a un potentiel énorme. Puis là, ben, on va voir les gens à Rimouski et on leur dit, vous devriez bâtir sur votre potentiel. Eux, ils disent, nous, on n'a pas assez étalé, on est trop concentré comparativement aux autres. Puis on dit, non, 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 vous avez été chanceux de ne pas détruire votre structure urbaine. Continuez à construire dessus. C'est là que les gains peuvent être super intéressants. Tous les villages ne se sont pas complètement éclatés. Il y en a que oui, il y en a que les villages sont morts puis les gens habitent partout, mais il y en a d'autres qui ont gardé un noyau intéressant sur lequel ils peuvent capitaliser pour du développement urbain. Puis là, l'écofiscalité peut venir aider si on amène une composante fiscale à l'étalement sur le territoire qui fait en sorte que de construire au centre, ça coûte moins cher. Et c'est plus intéressant que de construire en périphérie ou vivre en périphérie. Il y avait 2 mains levées. Oui, la première, c'était Jonathan. Justement, j'avais une question. S'il n'y a pas de diminution de la charge fiscale ou si le but, c'est pas d'alourdir la charge fiscale des citoyens et des citoyennes, est-ce qu'il peut y avoir des effets rebonds importants avec des mesures d'écofiscalité? Est-ce que vous en avez observé dans la littérature? Effet rebond, dans quel sens? Juste me donner un exemple. Ben, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a une mesure, une taxe kilométrique est imposée, puis qu'une personne, ben, elle, ça ne la concerne pas, donc dans le sens où il va y avoir moins d'impôts globalement, là, pour tous les Québécois, il y aurait moins d'impôts, puis la mesure de taxe kilométrique viendrait compenser cette diminution-là au niveau des impôts, mais pour les personnes que ça n'affecte pas, ben, ils ont plus d'argent dans leur poche, puis ils vont souvent réutiliser cet argent-là dans un même poste de dépense, dans un poste de dépense différent. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont montré des effets rebonds importants au niveau des mesures d'écofiscalité, comme dans toute autre mesure qui vise à diminuer nos émissions de GS ou de gaz? Oui, ben, il y a un exemple que je vais souvent citer, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans le cœur des grandes villes, prenons Montréal par exemple, leur bilan carbone au quotidien est vraiment meilleur que ceux qui habitent en périphérie de Montréal ou en région. Parce qu'ils se déplacent à vélo, à pied plus souvent, ils prennent le transport en commun, ils occupent des maisons beaucoup plus petites. En termes de chauffage, ils récupèrent la chaleur des voisins qui sont tous collés. Donc, le bilan carbone est super bon. Mais après, quand on prend le bilan carbone des modes de vie, des fois, on s'aperçoit qu'il est pire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent et qui rentrent de l'île de Montréal seulement en avion. Donc, c'est le fun, ils n'ont pas de voiture. Ils sont très écologiques, ils vont marcher du coin à pied, ils ont des modes de vie super environnementaux. Si ça se peut, ils compostent sur leur balcon, puis ils sont végétariens. C'est excellent. Mais ils voyagent 4 ou 5 fois par année en avion. Donc, les seules fois qu'ils sortent de l'île de Montréal, c'est en avion, puis ils s'en vont à 5 ou 10 000 km de là. Puis quand on prend ça, puis on rajoute ça dans la balance, ce que vous appelez l'effet rebond ici, c'est comme tout l'argent sauvé par les bons comportements est mis dans un mauvais. Donc ça, c'est une problématique, d'où l'idée que si on taxe bien le carbone, puis ça, c'est un problème parce qu'on ne le fait pas dans le milieu de l'aviation. Donc, cette problématique-là pourrait être réglée facilement. Si tous les types de mobilité étaient taxés, bien là, il n'y a pas d'effet rebond en mobilité. Il peut y avoir des effets rebonds dans autre chose. Mais du moment où on a une bonne structure d'écofiscalité, bien, on est capable de compenser, puis éventuellement, il n'y a que les bons choix qui sont récompensés. Mais si on met des mesures partielles, comme vous dites, là, ça se peut qu'on ait des effets rebonds. Donc, comment dire,
dans les recherches qu'on fait, on est en train de voir comment on peut taxer un terrain de golf. Un terrain de golf, ce n'est pas super écologique. Même l'agriculture, ce n'est pas tant que ça. Hein. Quand on regarde nos terres agricoles, là, nos terres agricoles, ça n'absorbe pas beaucoup de carbone, ça en émet pas mal. Donc, tu sais, éventuellement, si on renvoie sur ces infrastructures-là un coût, bien, après ça, il faut se demander, est-ce que le terrain de golf va se transformer en milieu urbain bitumé? Et si c'est le cas, son bilan carbone, il va se dégrader. Par contre, s'il se transforme en parc urbain avec des milieux naturels un peu plus riches, bien, il pourrait s'améliorer. Mais c'est toujours difficile de savoir quand on envoie un signal prix, ça va virer de quel côté exactement, puis quel va être l'effet global. Mais de manière générale, si toutes les mesures d'écofiscalité s'annulent les unes, bien, s'annulent pas, là. L'idée, c'est d'annuler les mauvais choix. Peu importe, bien, à la fin, il ne reste que des bons choix. Puis ceux qui sont récompensés, bien, c'est ceux qui ont les meilleurs modes de vie ou les empreintes les plus basses. C'est ça l'objectif. Mais vous avez tout à fait raison de dire que si on ne bloque pas par ailleurs les autres chemins, c'est probable que les gens prennent l'argent économisé en ayant des bons comportements pour en avoir un pire encore dans un autre domaine. Marie-Dite, je vais présumer que tu as dit c'est à mon tour, vu que ton micro était fermé. Je reviens aux statistiques auxquelles vous aviez eu accès concernant les municipalités pour la mobilité active. Vous avez donné l'exemple de Rimouski qui scorait très fort. Moi, le premier réflexe que ça me dit, c'est que, ben oui, c'est plonge. À Gaspé, un peu autour, je pense même à Sherbrooke, t'as de la côte. Est-ce que ça ressort de ces statistiques-là que la topographie a également un impact sur l'incitatif? D'entrée de jeu, je vous dirais, ce n'est pas des données super précises. Là. Ça vient du recensement. Hein. Les gens, on leur pose la question, c'est quoi votre principal mode de transport pour aller travailler? Et là, les gens répondent, c'est quoi le principal? Après ça, le principal ne veut pas dire qu'ils font ça tout le temps. Mais Rimouski va dire à pied beaucoup plus souvent que les autres. Après, il faut comprendre qu'à Montréal, les gens ne répondent pas à pied, même s'ils marchent potentiellement plus de distance qu'à Rimouski, parce qu'ils vont dire je marche jusqu'au métro, je prends le métro, je sors du métro, je remarche. Mais entre les deux, c'était le métro, donc ils vont dire transport en commun, même si 50% du déplacement peut avoir été fait à pied. Rimouski, on sait qu'il n'y a pas ça. Donc, quand les gens disent on marche, on sait qu'ils marchent de A à Z. Il n'y a rien entre les deux qui vient perturber. Donc, c'est pour ça que la marche ressort plus. Mais elle va ressortir à Val-d'Or aussi. Elle va ressortir à Saint-Hyacinthe. Puis, ce qu'on sait, c'est oui, vous avez probablement raison qu'il y a une topographie qui vient jouer là-dessus. Mais l'autre chose qu'on sait aussi, c'est comment les institutions, les principales institutions, parce que, pas se le cacher, l'hôpital et le cégep là, dans une ville, là, surtout en région, là, c'est des gros employeurs. Puis non seulement c'est des gros employeurs, c'est des gros générateurs de déplacement. Et si on les a mis dans le champ de patates d'un bord, puis l'autre dans le champ de patates de l'autre bord, Sherbrooke, là, la localisation de l'hôpital, c'est vraiment pas génial. Par contre, Sherbrooke a quand même une densité forte, mais à Sherbrooke, l'université et l'hôpital sont dans des champs de patates à chaque bout de la ville. C'est une ville qui a un potentiel de mobilité durable beaucoup plus important si on l'avait réfléchi intelligemment dès le départ. Mais on a fait ça comme à une époque où c'était bien intéressant d'aller mettre ça dans les champs à l'autre bout pour que tout le monde puisse plus facilement prendre leur voiture et se rendre. C'était ça l'objectif même de l'aménagement urbain. Pour ça, je dis Rimouski est chanceux parce que eux autres ont récupéré des établissements religieux de gros gabarits qui sont un petit peu plus anciens. Puis, ils ont mis les institutions du cégep et de l'hôpital dedans. Puis, à l'époque où ces institutions-là ont été pensées, les gens marchaient. Donc, je suis certain qu'il y a plein de gens à Rimouski qui ont dit quelle mauvaise décision. On aurait pu avoir tellement bâtiments modernes, beaux, là, avec du gros béton, pas de fenêtres, en périphérie, comme tout le monde a fait dans les années 70. Mais nous, on a récupéré les bâtiments des années 50 puis on les a utilisés. Bien, aujourd'hui, en 2024, moi, je dis, wow, quelle chance que Rimouski n'ait pas eu la chance de tout détruire dans les années 70-80 quand tout le monde l'a fait. Aujourd'hui, c'est un capital excessivement précieux.
Et là, ben, il faut voir c'est quoi ces outils-là qu'on a dans nos villes puis dans nos villages qui font qu'on ne les a pas perdus encore parce qu'on n'a pas tout saboté. Ben ça devient des actifs de reconstruction des villes ou de développement des villes qui aujourd'hui doivent être vus comme vraiment quelque chose, des ancrages là, vraiment positifs. Là. Cette fois-ci, mon micro est ouvert. Merci. Je vois qu'il est 58, mais j'ai envie quand même de laisser la porte ouverte là, s'il y a d'autres questions avant de se quitter. Jonathan, tu avais plusieurs questions tantôt. Je ne sais pas si ont toutes été répondues. Moi, si vous n'avez pas de questions, je vais juste prendre un petit mot de la fin, parce qu'il y a un exemple qui m'est venu quand je discutais avec le maire d'une municipalité, d'une petite municipalité, qui disait, moi, dans mes bords de lac, là, il dit, j'essaie de revégétaliser les berges, puis j'ai des problèmes parce que, tu sais, j'en ai un paquet qui sont sur des droits acquis. Il dit, je pourrais-tu taxer le droit acquis? J'ai dit, vous savez, ça, c'est un des super beaux exemples qu'on m'a donné. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de quelqu'un d'autre. J'ai dit, je vais essayer de le récupérer autant que je peux. Mais ça, c'est un super bel exemple. Vous n'êtes pas capable de transformer le territoire parce qu'il y a des droits acquis. Il n'y a rien qui vous empêche de taxer le droit acquis. Et de dire, c'est correct, vous avez détruit les berges, puis vous avez un impact négatif sur le lac que vous occupez. Pas de problème, on va juste vous faire payer pour. Puis tous les citoyens qui, eux, vont garder les berges végétalisées, puis ils vont respecter les 30 mètres, ou tout dépendant des normes que vous avez un peu partout, bien, eux n'auront pas à payer de taxes parce qu'ils vont avoir des berges naturalisées. Ça, c'est vraiment un petit exemple qui, dans beaucoup de petites communautés du Québec, peut faire une différence sur la gestion de quelque chose de précieux qui est la gestion de l'eau. Mais ça c'est des mesures qui sont faciles à mettre en place. Puis même dans les petites communautés, on peut arriver à dire, ben voilà, on laisse polluer les gens parce qu'on n'a pas le choix, mais on ne le laissera pas faire gratuit. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des réponses à l'exemple donné? Oui. Moi, j'aimerais juste dire que j'aimerais ça que ça soit aussi facile que vous le dites, parce qu'il y en aurait beaucoup plus d'exemples de ce que vous dites. En passant, c'est super intéressant, vos prises de position. Moi, je vous suis dans les médias, puis votre étude a l'air super intéressante. Mais c'est ça, ça prendrait plus de courage politique, je pense, au Québec, pour mettre en place des mesures d'éco-fiscalité, malheureusement. Je pense qu'on n'est pas tout à fait là. Même que votre sondage que vous avez montré que il semblerait que la population n'est pas là non plus. Est-ce que j'ai pu comprendre? Oui, c'est un défi de communication. Mais honnêtement, je trouve très positif, moi, ce qui se passe à Prévost. Donc, dans beaucoup de municipalités du Québec, d'ailleurs, à la dernière élection, il y a eu des changements importants dans beaucoup de villes du Québec avec des administrations beaucoup plus jeunes, tournées beaucoup sur l'environnement. Laval, Prévost, des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 5 ans. Donc, des fois, ce que vous appelez le courage politique, je ne sais pas si c'est tant que ça du courage ou juste une question de vision aussi. Mais je pense que ça se transforme. Puis, il y a quelque chose qui fait en sorte que là, il y a beaucoup de municipalités qui veulent beaucoup développer ces choses-là. Mais ça prend de la communication. Il n'y a personne qui l'a fait sans souffrir, là. Ça, c'est certain. Mais à travers le dialogue, les gens, des fois embarquent pas, mais des fois, ils embarquent. Puis quand les gens embarquent, ben, c'est là qu'on est capable de mettre en place des bonnes choses. Mais je pense que moi, je parlais du mot éducation, puis on m'a rappelé à l'ordre là, de dire éducation, c'est un peu paternaliste. Là, fait qu'il faut que j'utilise le mot dialogue. Mais je pense qu'entrer en dialogue avec les gens, ça fait en sorte que ces idées-là, bon, minimalement circulent, on en parle, puis éventuellement, il y aura peut-être, c'est ça, des nouveaux politiciens, ou en tout cas des gens qui vont se présenter avec la plateforme de l'éco-fiscalité, puis vont se sentir obligés, une fois en place, d'au moins tester des choses. Et je pense que c'est beaucoup ce qu'on voit, entre autres à Laval, c'est assez impressionnant le changement. Là, on s'entend à Laval, là, c'était pas, on n'avait pas l'impression que c'était un paradis de l'éco-fiscalité là, il y a quelques années. Et pourtant, c'est une des municipalités qui est la plus proactive dans la mise en place de mesures aujourd'hui. Puis ça, c'est, comme je vous dis, c'est des changements qui arrivent aux 4 ans. Là. Il y a un potentiel de changement aux 4 ans, là, mais quand ça arrive, ça change la dynamique. Puis là, vraiment, les opportunités commencent à s'ouvrir. Merci.
Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Dernière chance. Non? Parfait, ben ça nous laisse une super note un peu plus inspirante là, pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci pour vos questions aussi, là, tout le monde. C'est toujours plaisant d'avoir un dialogue après les présentations. C'est super enrichissant. Donc, pour la suite, je peux arrêter l'enregistrement justement.